Alors pour ce cours du droit budgétaire, il sera présenté de la manière suivante. Alors il y a une introduction dans laquelle on va exposer l'évolution des finances publiques à travers l'évolution des phénomènes financiers. On va savoir et découvrir la conception classique des finances publiques, c'est-à-dire la vision libérale, et la conception moderne des finances publiques, c'est-à-dire la vision interventionniste. On va aussi découvrir l'histoire évolutive des finances publiques marocaines, notamment avant le protectorat et sous le protectorat et depuis l'indépendance. Puis la première partie qui s'intitule le cadre juridique du droit budgétaire. Alors, le chapitre 1, une notion fondamentale, une notion de budget, une notion de loi de finances. Dans cette section, première section, la notion du budget et droit budgétaire, on va savoir la notion et ses caractères et l'évolution de la notion du budget, le budget et loi de finances, le budget, ses caractéristiques et le budget en tant qu'acte d'autorisation. Aussi, on va dans cette section savoir la structure du budget de l'État, à savoir le budget général et le budget d'État, les services de l'État gérés de manière autonome, les SIGMA, les CST, les comptes spéciaux de trésor. Dans la section 2 de ce chapitre, on va savoir les lois de finances et leur présentation. Donc, il serait occasion pour découvrir les différentes catégories de lois de finances et aussi la structure de la loi de finances de l'année, comment elle est présentée, avant de passer au chapitre 2, les sources du droit budgétaire, ces sources qui vont concerner les sources supralégislatives, les sources internationales, la loi organique des finances. Alors ça, c'est les sources supralégislatives. Pour les sources résiduelles, il s'agit de la loi et le règlement. Dans le troisième chapitre, les grands principes de droit budgétaire, on va découvrir les principes budgétaires classiques, à savoir l'unité, l'universalité, l'annualité et le principe de spécialité budgétaire, avant de traiter la nouvelle classification budgétaire prévue par la LOLF 130-13. Ces principes, on va savoir leur signification et les dérogations de chaque principe. Alors, à ceci s'ajoute du nouveau principe budgétaire. Il s'agit du principe d'équilibre budgétaire et l'insincérité. Pour la deuxième partie, intitulée la procédure budgétaire étatique, dans cette deuxième partie, on va traiter les questions relatives au chapitre à l'élaboration de la loi de finances, depuis la préparation jusqu'à l'adoption, et savoir les acteurs qui interviennent dans ce processus et aussi les structures qui interviennent à titre principal dans cette préparation. On va aussi savoir
les procédures et le calendrier et les méthodes d'évaluation des dépenses et des recettes. Aussi, ce serait une occasion pour savoir les méthodes de vote ou bien les modalités de vote des projets de loi de finances. Puis on va passer à l'exécution des lois de finances. Dans ce deuxième chapitre, on va savoir dans la section 1 la répartition des crédits budgétaires. On va découvrir les différents types de crédits. On va aussi savoir la notion de crédit budgétaire en premier lieu, puis les différents types de crédits. Et troisièmement, sous-section, la modification des crédits en cours d'exercice. Dans la section 2, la répartition des compétences d'exécution des lois de finances. Alors, dans cette section, on va traiter la question de l'ordonnateur public et les différentes catégories d'ordonnateurs. On va aussi définir le comptable public et les différentes catégories de comptables publics et aussi savoir le régime de responsabilité des comptables publics. Aussi, dans ce chapitre, on va traiter la question du principe de séparation des ordonnateurs et des comptables et la justification de cette séparation. Et on va savoir aussi les exceptions existantes, soit au niveau des dépenses, soit au niveau des recettes. Puis dans le troisième chapitre, le contrôle des finances publiques. Alors, comme on le sait, ce contrôle est diversifié. Il est exercé par plusieurs organes. Il y a le contrôle administratif et contrôle politique et juridictionnel. Aussi dans le temps, il est un contrôle a priori et a posteriori. Et aussi, ça concerne le niveau. Alors, il y a un contrôle de régularité et d'opportunité. Donc, il y a plusieurs acteurs et plusieurs organes qui interviennent dans ce contrôle. Et on va le découvrir à travers ce cours. Et là, la barakatillah, on va commencer. Les finances publiques, dans une tentative de définition, c'est une branche de droit public ayant pour objet l'étude des règles et des opérations relatives aux deniers publics. Les finances publiques déterminent l'ensemble des ressources et des charges qui se rapportent à l'activité des personnes publiques, c'est-à-dire les démembrements de l'État. Les finances publiques aussi, c'est une science qui s'intéresse aux activités financières des collectivités et organismes publics. Alors, on assiste à deux conceptions dans l'histoire de finances qui ont encadré le principe. Alors, à savoir la conception libérale au début, c'est-à-dire vers le 19e siècle. Ceci signifie le pouvoir des caisses de l'État en moyen. Donc, c'était un système classique où le jeu de la concurrence est le seul régulateur. À ça s'ajoute le mécanisme du marché, c'est-à-dire confrontation de l'offre à la demande. À cette période-là, l'État est censé assurer les tâches régaliennes. Donc, le budget a été caractérisé pendant cette période par sa neutralité, un budget neutre, et son improductivité
et son équilibre. Donc ça converge le courant de parlementarisme. Pour la conception moderne, cette conception a été adoptée juste après les deux guerres mondiales et la crise de 1929. Les penseurs et les responsables à cette période-là ont découvert que le jeu de la concurrence et les mécanismes du marché ne peuvent pas assurer la stabilité et le développement. Donc, l'État se voit pendant cette période obligé d'intervenir dans l'économie, ce qu'on appelle la vision interventionniste. Donc le rôle de l'État s'accroît pour réparer les injustices sociales, surtout au passage de l'État gendarme à l'État-providence. Donc l'État doit intervenir dans les domaines économiques et sociaux. Les caractéristiques du budget vont changer. Le budget n'est plus neutre et c'est un outil de la politique gouvernementale. Donc c'est un budget interventionniste, productif, et c'est un outil aussi de réaliser les grands équilibres de l'économie moderne, offre-demande, épargne, investissement, échanges extérieurs, commerciaux, monétaires. Donc, les missions que seront assignées aux finances publiques sont des missions de redistribution et une mission de régulation de la vie économique et d'allocation de ressources par rationalisation dans la gestion des finances publiques et la dynamisation du système productif national. Au Maroc, on peut parler de 3 étapes dans l'histoire des finances publiques au Maroc. Avant le protectorat, alors c'était les règles de sources religieuses et makhzaniennes, Beit el-Mal al-Muslimin et Trésor d'art al-Diel et les Oumana et leurs catégories. Puis, sous le protectorat, qui va faire introduire par l'acte d'Algésiras de la notion du budget depuis l'année 1914. Le protectorat va nommer en 1916 le trésorier général et il va aussi procéder à la mise en place d'un système de comptabilité publique à travers de 1917 la création du contrôle des engagements à partir de 1921. Depuis l'indépendance, le Maroc va mettre en place les plans quinquennaux, surtout 60-64 et 73-77. Alors on va assister à une aggravation du déficit budgétaire qui a atteint de 17,2% du PIB en 1973. Alors là, les hommes de l'État vont décider, surtout en période de Feu Hassan II, l'ajustement structurel qui va permettre par la suite
de baisser le déficit de 10,4 à 5,4%, et ce entre 1983 et 1997. Et on va passer à la première partie, le cadre juridique du droit budgétaire. Alors le droit budgétaire, c'est l'ensemble des règles qui déterminent la structure, le contenu, ainsi que l'élaboration des budgets des personnes publiques. Donc, les notions fondamentales de ce droit public financier. Le droit public financier se comporte de 3 éléments. Il y a un droit fiscal, un droit budgétaire et un droit de la comptabilité publique. Alors, que représente le budget dans ce cadre? Alors, le budget, c'est l'acte pour lequel sont prévus et autorisés les recettes et les dépenses annuelles de l'État et des autres services que les lois assujettissent aux mêmes règles. Donc, il y a une ressemblance entre deux principes qui se convergent, la notion du budget et la notion de la loi de finances. Alors, l'article 3 de la loi de finances, de la loi organique de la loi de finances, LOLF 130-30, la loi de finances de l'année prévoit, évalue, énonce et autorise pour chaque année budgétaire l'ensemble des ressources et des charges de l'État par référence à la programmation budgétaire prévue à l'article 5 ci-dessous. L'année budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année. Aussi, l'article 1 de la LOLF définit la loi des finances comme suit. La loi des finances détermine pour chaque année budgétaire la nature, le montant et l'affectation de l'ensemble des ressources et des charges de l'État, ainsi que l'équilibre budgétaire et financier qui en résulte. Il tient compte de la conjoncture économique et sociale qui prévaut au moment de sa préparation, ainsi que des objectifs et des résultats des programmes qu'elle détermine. Alors, les caractéristiques du budget. Le budget, c'est un acte de prévision, c'est un acte d'autorisation. Alors, pour les ressources du budget général comprennent les ressources visées à l'article 11 de la loi organique 130-13. 130-13, c'est pas 130-30, 130-13. Alors, il y a les impôts et les taxes. 2. Le produit des amendes. 3. Les rémunérations de services rendus et les redevances. 4. Les fonds de concours dons et legs. 5. Les revenus du domaine de l'État. 6. Le produit des cessions des biens meubles et immeubles. 7. Le produit des exploitations, les redevances et les parts de bénéfices, ainsi que les ressources et les contributions financières provenant des établissements et entreprises publiques. 8. Les remboursements de prêts et avances et les intérêts y afférents. 9. Le produit des emprunts. Et 10. Les produits divers. Pour les charges du budget, elles sont au nombre de 3. Les charges de personnel, les dépenses de fonctionnement, les dépenses d'investissement et les dépenses relatives au service de la dette publique. Alors, il y a la deuxième catégorie, sont les segments. Alors, il y a le budget général, il y a les segments. Les segments définis dans l'article 21 de la LOLF constituent des segments des services de l'État non dotés de la personnalité morale, dont
certaines dépenses non imputées sur les crédits du budget général sont couvertes par des ressources propres. L'activité de ces ressources doit tendre essentiellement à produire des biens ou à rendre des services donnant lieu à rémunération. Alors, chaque année, la loi de finances prévoit les segments et les publie dans le texte de la loi. Troisième catégorie du budget de la loi de finances sont les comptes spéciaux du Trésor. Alors, dans la structure du budget, le troisième élément de la structure du budget, ce sont les comptes spéciaux du Trésor. Alors, les comptes spéciaux du Trésor sont des comptes budgétisés dans la loi de finances, mais dotés d'une individualité budgétaire. Ils sont prévus, autorisés et exécutés en même temps que le budget général. Alors, pour leur objet, ils ont comme objet soit de décrire des opérations qui, en raison de leur spécialisation ou d'un lien de cause à effet réciproque entre la recette et la dépense, ne peuvent être incluses dans le cadre du budget général. Soit de décrire des opérations en conservant leur spécificité et en assumant leur continuité d'une année budgétaire sur l'autre. Soit de garder trace, sans distinction d'année budgétaire, d'opérations qui se poursuivent pendant plus d'une année. Alors, les catégories de ces comptes spéciaux, il y a les comptes d'affectation spéciale qui retracent les recettes affectées au financement d'une catégorie déterminée de dépenses et l'emploi donné à ces recettes. Alors, ces comptes sont alimentés par le produit de taxes, de ressources affectées et, le cas échéant, de versement du budget général. On peut citer à cet égard le Fonds pour la promotion de l'emploi des jeunes, Fonds spécial pour l'extension et la rénovation des juridictions, par des collectivités locales dans le produit de la TVA, Fonds pour la promotion du paysage audiovisuel national, Fonds de soutien des prix de certains produits alimentaires. Alors, la loi de finances maintenant, à compter de la troisième année budgétaire, suivant la création des 10 comptes, les ressources du compte affectation spéciale provenant des produits de taxes et des recettes qui leur sont affectées doivent représenter à compter de la troisième année budgétaire, suivant les 10 comptes, au moins 40% de l'ensemble de leurs ressources autorisées au titre de la loi de finances de la dite année, et ce pour les comptes d'affectation spéciale créés à partir du 1er janvier 2016. Alors, les comptes d'adhésion aux organismes internationaux qui décrivent les versements et le remboursement au titre de la participation du Maroc aux organismes internationaux. Il y a aussi les comptes de financement qui décrivent les versements sous forme de prêts de durée supérieure à 2 ans ou d'avances remboursables de durée inférieure ou égale à 2 ans effectués par l'État sur les ressources du Trésor et accordés pour des raisons d'intérêt public. Il y a les comptes d'opérations monétaires qui décrivent les mouvements de fonds d'origine monétaire, par exemple la différence de change sur vente et achat de devises. Il y a les comptes de dépenses sur dotation qui retracent les opérations relatives à une catégorie spéciale de dépenses dont le financement est assuré par des dotations du budget général. Exemple, fonds spécial de développement régional, fonds de développement des collectivités locales, fonds de relations publiques. Alors, pour les lois de finances et leur présentation, alors on sait bien que les lois de finances sont de 3 types. Il y a la loi de finances de l'année, et la loi de finances rectificative et la loi de règlement. Ça c'est défini dans l'article 2 de la loi organique 130-13. Alors, la loi de finances, on va la détailler, sa structure. Alors, elle est répartie en 2 grandes parties. La première partie comporte des données générales de l'équilibre financier. Elle est composée d'autorisations de perception des recettes et d'émission des emprunts.
les dispositions relatives aux ressources publiques, les dispositions relatives aux charges de l'État, Sigma et CST, les dispositions relatives au recouvrement des créances publiques, l'évaluation globale des recettes du budget général, les plafonds des charges du budget général par titre. Pour la deuxième partie, il est analytique. Il prévoit les moyens mis à la disposition des différents ministères et services pour subvenir à leurs besoins de financement. Ils sont présentés par chapitre. Ça concerne le budget général, par service pour les segments, et par contre pour les CST. Pour la structure de la loi rectificative, elle comporte 3 éléments essentiels: l'ouverture du crédit par ministère, l'annulation du crédit par arrêté, l'annulation signée par le ministre des Finances, la ratification de certains mouvements de crédit et loi de règlement. Pour les sources du droit budgétaire, alors il y a des normes supralégislatives, à savoir la Constitution, les sources internationales et la loi organique. Puis les sources résiduelles. Les sources résiduelles sont la loi et le règlement. Pour la Constitution, c'est l'article 75 qui traite la question du vote de la loi de finances. L'article 147, 148, 149, il traite la question du contrôle de la Cour des comptes et des cours régionales des comptes. Pour la loi organique, c'est une norme dérivée de la Constitution, adoptée selon une procédure spécifique. Il est situé dans la hiérarchie des normes entre la Constitution et les lois ordinaires. C'est une constitution financière et fiscale. Alors pour les grands principes de droit budgétaire, il y a des principes dits classiques. Alors ces principes visent la sincérité et la clarté des comptes de l'État et permettent de faciliter le contrôle législatif et juridictionnel. Alors parmi ces principes sont, il y a l'unité, c'est-à-dire que le budget doit être présenté dans un document unique. L'universalité, c'est-à-dire il faut séparer les recettes et les dépenses lors de leur inscription au budget. Il y a ici deux exigences ou bien deux corollaires sont impliqués: la règle des produits bruts et la règle de non-affectation. Il y a l'annualité, c'est-à-dire que le budget doit être présenté avant le début de chaque année. L'autorisation, parmi les finalités de cette annualité, c'est d'autoriser, ou bien l'autorisation qui concerne les dépenses et les recettes, elle est valable pour un an. Et aussi cette autorisation, l'exécution doit s'opérer entre le 1er janvier et le 31 décembre. La spécialité, c'est-à-dire que les recettes sont une seule masse, c'est-à-dire on ne cherche pas où on a fait le recouvrement, bien que les autorisations relatives aux dépenses sont spécialisées, c'est-à-dire on détermine le programme, projet et le chapitre. Il faut savoir que la présentation et la ventilation et l'utilisation des crédits a connu un changement. Alors avant, on était dans une approche de moyens. Maintenant, on est dans une approche de résultats et le budget est présenté
par chapitre, programme, projet et action, tout en évoquant la dimension régionale. Aussi, il y a une impossibilité d'utiliser les ressources de l'endettement pour des dépenses de fonctionnement. Cette impossibilité aussi pour le transfert des crédits d'investissement, parce que l'endettement, c'est-à-dire l'investissement, on ne peut pas les passer pour faire le fonctionnement. Alors pour les principes qu'on a présentés qui concernent le droit budgétaire, pour chaque principe, il y a des dérogations. Par exemple, l'unité, il y a des budgets qui ne passent pas par le budget général. Par exemple, les budgets autonomes, ils ont une procédure spéciale, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas présentés dans le document du budget général. Aussi, on a une séparation pour le budget des départements ministériels et les segments et les CST. Pour la question de l'annualité, maintenant, on est dans une vision de programmation pluriannuelle, triennale. La spécialité, l'universalité, la séparation des recettes et dépenses, la règle de non-affectation, on l'a fait dans les comptes spéciaux. Il y a des recettes qui couvrent des dépenses telles, bien précises. Aussi, pour la dérogation au principe de la spécialité, on a deux approches. Il y a le virement de crédit. À l'intérieur d'un même programme ou entre les programmes d'un même chapitre. Alors, ces virements sont autorisés par décret pris sur le rapport du ministre des Finances. Ces virements sont autorisés dans la limite de 1/10 de la dotation du chapitre concerné. Alors, les virements entre chapitres sont interdits, comme cela est stipulé dans l'article 45 de la LOLF. Aussi, le transfert de crédit, c'est une modification du destinataire de crédit et non de la nature de celui-ci. Ceci dans les environs d'un dixième du total des crédits. Et on va traiter maintenant les nouveaux principes budgétaires. Ces contenus sont conçus pour vous. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne.